Il est 10 heures tapantes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes au Reno Days, donc c'est le premier forum dédié à la rénovation globale et performante des logements. Moi, je m'appelle Isabelle Fayolle, je suis journaliste modératrice. Et pendant ces 2 journées, je vais modérer les échanges ici sur la scène des Reno Talks. Alors, notre ambition ici avec cet événement édition numéro 1, c'est d'essayer de décrypter tous les grands enjeux autour du sujet de la rénovation globale. Il y en a beaucoup, écologiques, économiques, sociaux, sociétaux, industriels. Donc on va en parler avec des experts. Donc on a des personnalités, des professionnels, des élus, des architectes, des économistes, des sociologues, des militants, des intellectuels. Et évidemment, ils ne sont pas tous d'accord. Ils n'ont pas tous la même manière de voir le sujet. Ce n'est pas un problème. Vous avez remarqué qu'on n'appelle pas cet événement un salon, mais un forum. Donc un forum, c'est comme une agora. C'est normal qu'il y ait des points de vue divergents. Et on peut être courtois, constructif et avoir des façons différentes de voir le sujet. Ces moments de réflexion, ça va nous permettre de voir un peu tous les angles de la question. Et je voulais aussi rappeler que la rénovation globale, ce n'est pas aussi simple que d'enfiler un pull. C'est complexe, ça prend du temps, il y a beaucoup de parties prenantes. Et c'est aussi un super challenge formidable pour transformer notre pays, nos entreprises, et puis garantir un meilleur avenir à nos enfants. Je vais tout de suite, pour cette première séquence d'intro, demander à Monsieur Filippo Rehan, directeur général de RX France, de monter sur scène pour nous partager les grandes orientations de ce forum Reno Days. Merci beaucoup et bienvenue à Reno Days, donc le premier forum de la rénovation globale et performante des logements. On est vraiment ravis de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui, déjà à 10 h, premier jour. En fait, il y a un peu plus d'un an, on était en train de préparer le mondial du bâtiment. Et en parlant avec beaucoup d'entre vous, beaucoup de nos partenaires, de nos clients, une évidence a émergé, un constat, c'était qu'il y avait un secteur qui était en pleine révolution, en accélération des changements, était exactement celui-là, la rénovation des logements. C'était évident quand on regardait un peu le panorama de ce qui se passait sur le secteur de la construction au sens large, on voyait clairement qu'il y avait quelque chose qui s'est passé de façon accélérée. Une accélération due à des changements technologiques, à des changements sociétaux, à des changements aussi d'approche. C'est-à-dire, pour faire une rénovation performante, c'est vous qui me l'apprenez, il faut passer d'une série d'actes isolés souvent à une approche globale. Et donc, c'est comme ça que l'idée d'organiser Reno Days est née. L'idée donc de rassembler la filière, rassembler l'écosystème pendant 2 jours pour échanger, pour bâtir et pour accélérer, contribuer humblement à cette accélération en France de la rénovation des logements. Moi, je tiens à remercier beaucoup nos partenaires qui nous ont soutenus, encouragés au début. Je pense aux premières conversations avec Uniclimat, tout au début, avec lequel on a co-construit cet événement. Je pense aux grandes fédérations, la CAPEB, la FFB. Je remercie particulièrement les 2 présidents qui se sont impliqués directement avec nous tout au long de l'année. Je pense au pouvoir public, l'ANA, l'ADEME, France Rénov', avec lesquels on a co-construit une bonne partie du programme de cet événement. Je pense aussi, c'est absolument incontournable aussi, le soutien du secteur privé. Vous voyez, on a 143 stands aujourd'hui. La plupart sont des leaders dans leur secteur qui ont répondu positivement à l'appel. Et pour avoir fait quelques événements, quand on lance un événement, ça c'est la première édition, en fait c'est la confiance qui compte. En fait. C'est pour ça que je remercie beaucoup les exposants qui ont choisi de venir, parce qu'en fait, quand on signe pour un événement nouveau, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est un peu comme la boîte de chocolat d'un film américain d'il y a quelques années. Vraiment, on ne sait pas. Donc j'espère que vous allez trouver satisfaction avec aussi les 5000 visiteurs qu'on attend, peut-être un peu plus, on verra. Ça dépend de la météo aussi, mais je pense que ça va attirer. On a senti ces derniers jours, ces dernières semaines, une vraie excitation autour de cet événement. Donc j'espère que ça va concrétiser avec beaucoup de rencontres et beaucoup de contenu. C'est un événement aussi qui a 2 piliers que je viens de citer. Donc on a une zone d'exposition très importante
Et on a on a aussi un programme de contenu très riche, avec plus de 200 sessions qui vont se dérouler. 200 sessions, c'est beaucoup pour un forum de cette taille. Et on a voulu vraiment mettre l'accent sur cette partie de partage, d'expérience, de savoir-faire, parce que c'était aussi lié au feedback et aux indications que l'industrie nous donnait. Il y a un vrai besoin de bâtir sur des bases communes. On a un vrai besoin de bâtir sur un contenu partagé par les secteurs publics, par les secteurs privés et aussi par les artisans qui sont sur le terrain et qui finalement doivent faire les rénovations dont nous parlons et qui seront aussi en grande partie présents aujourd'hui, non seulement d'Île-de-France, mais de France entière. On verra par la suite. Quelqu'un me posait déjà la question, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, nous avons un nouveau directeur de la division construction, donc il va s'occuper du mondial du bâtiment et de Reinodays pour la suite, donc Jean-Philippe Guillon, et j'ai celui qui vient de nous joindre il y a quelques jours. Donc il aura, avec moi, avec les équipes, la tâche de penser aussi le futur de Reinodays avec vous pour les années qui suivent. Donc nous, on est plutôt, encore une fois, satisfaits de cette première édition. Je pense que certains d'entre vous, et j'en vois plusieurs qui ont participé aux tables rondes qu'on faisait régulièrement pour préparer, savent que l'objectif qu'on s'était donné, l'ambition qu'on s'était donnée était inférieure à ce qu'on a obtenu. Donc on est plutôt satisfait, on est plutôt positif de cet accueil, de cette réponse de l'industrie. Et j'espère que ça va, encore une fois, se concrétiser dans 2 jours remplis, dans 2 jours productifs pour vous et possiblement inspirants. Donc un grand merci et je vous laisse maintenant à nos intervenants de la première session. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce discours d'accueil. Vous êtes très nombreux. Alors on a aussi la satisfaction de voir qu'aujourd'hui c'est un sujet dont on parle, la rénovation. Alors nous, ce qu'on veut faire ici, c'est comprendre aussi ce que vous attendez les uns des autres. Quels sont vos engagements sur la rénovation globale par corps de métier, l'État, les collectivités, les industriels? Quelles sont vos contributions et de quoi vous avez besoin pour faire mieux? Et quels sont les messages que vous voulez faire passer? Donc ici, on a un espèce de consensus pour dire que la rénovation globale en une seule étape, c'est ici, maintenant, et c'est ça qu'on doit viser idéalement. Mais ce n'est pas toujours si facile de le faire. Donc, on peut se dire, tout le monde a pris conscience de l'enjeu, c'est compliqué, c'est fastidieux, c'est complexe, et on va aussi voir les points de vue divergents. Donc les 4 points cardinaux des interventions qu'on va avoir sur cette table ronde d'ouverture, c'est quels progrès ont été accomplis en termes de rénovation globale, quels sont les leviers pour que ça aille mieux et pour que ça aille plus vite, et ensuite, quel message vous adressez aux autres professionnels. Je vais demander donc à notre premier panel de 8 intervenants de me rejoindre sur scène pour commencer cette première table ronde. Est-ce que vous pourriez, Monsieur Gilles Amos de l'ANA, de l'ADEME, Jean-Christophe Repon de la CAPEB, vous pouvez vous installer de part et d'autre, s'il vous plaît. Olivier Servant, Valérie Flicoteau du CNOA, Olivier Saleron, président de la FFB, où êtes-vous? Prenez place. Bonjour. Alors, vous avez vu qu'on a un casting de choc. Monsieur Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre, merci d'être avec nous. Alors, pour commencer cette première table ronde d'ouverture, vous allez voir que certains de nos intervenants vont être dans d'autres sessions de discussion qui vont avoir lieu pendant ces 2 journées complètes. On va commencer par vous donner la parole pour ouvrir ces échanges. Monsieur Gilles Amos de l'ADEME. Alors, quelles sont vos fonctions au sein de l'ADEME? Et rappelez-nous ce qu'on entend par rénovation globale et performante. Et bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre invitation à ce salon Reinodays. Donc, je suis Gilles Amos, je suis directeur adjoint Ville et Territoire Durable à l'ADEME. Donc, on travaille sur plusieurs sujets de la transition et dans notre direction, notamment la mobilité et le secteur du bâtiment. Ce sujet de la rénovation, en fait, il s'inscrit dans un cadre un petit peu plus général et je pense qu'on va avoir dans quelques jours des annonces sur la planification écologique et sur laquelle il y a eu une grande concertation nationale. Je pense que beaucoup d'entre vous ont contribué et ont été sollicités pour
pour apporter des éléments pour construire une planification qui nous engage et qui permettent d'atteindre les objectifs à terme. Sur le bâtiment, et sans du tout déflorer ce qui pourrait être dit, on voit bien comment les choses se structurent, hein. Il y a 3 grands axes. Il y en a un premier qui est la sobriété, qui est vraiment qui s'est mis en place très concrètement, très sérieusement l'an dernier. On a tous été mobilisés sur le sujet de la sobriété, et en particulier de la sobriété énergétique, pour passer l'hiver avec les problèmes d'approvisionnement en énergie liés à la crise en Ukraine, les problèmes aussi de production d'énergie en France et en Europe. Et donc, il a fallu faire un effort collectif. Cet effort, il a été structuré par l'État. Il a été reconduit au cours de l'été parce qu'on a aussi des questions d'énergie au cours de l'été. Et il va être à reconduire de toute façon dans les années qui viennent. Donc, cet effort de sobriété, c'est vraiment le premier axe qui caractérise le travail sur l'énergie et sur les économies d'énergie à réaliser. Le deuxième grand axe qu'on voit se dégager, c'est la décarbonation relativement rapide avec la question, donc, qui est une question sur laquelle il n'y a pas encore de décision prise, et on verra bien comment les choses avancent sur la sortie du fioul, la sortie du gaz, quel est le meilleur rythme possible. Évidemment, ça c'est un débat aujourd'hui, mais il y a ce deuxième axe donc, sur la décarbonation rapide du secteur bâtiment qui passe par la sortie du fioul et la sortie du gaz à terme et avec un rythme à définir. Donc sobriété, c'est le premier point. Voilà, efficacité, décarbonation. Et le dernier pilier, c'est le pilier un peu plus long terme, celui sur lequel il y a vraiment un besoin d'organisation qui est encore plus important, c'est le pilier performance. Et là, ça passe par l'isolation, par la rénovation performante des bâtiments et notamment des passoires énergétiques. Et c'est celui-là sur lequel il faut qu'on soit sans doute beaucoup mieux structuré, avec une offre de rénovation globale qui est perfectible encore, hein. On fait des rénovations globales et performantes aujourd'hui, mais on sait qu'on n'en fait pas assez pour atteindre les objectifs, notamment de la stratégie nationale bas carbone. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler la définition de la rénovation globale et performante, qui est maintenant inscrite dans le Code de la construction, je crois? Alors oui, il y a une définition dans le Code de la construction. Je vais pas forcément la donner en détail, mais avant tout, c'est une rénovation qui doit simplifier le parcours ménage, parce qu'un ménage, devant une rénovation complexe, il est un petit peu perdu. Ça doit lui permettre aussi d'avoir un maître d'œuvre qui gère l'ensemble des travaux et qui met la matière grise nécessaire au départ de la rénovation pour que les travaux soient bien faits. Et ça, c'est un point essentiel sur lequel le ménage, évidemment, en général, n'a pas de compétences et ne peut pas lui-même faire et savoir. Donc ça, c'est vraiment essentiel, simplifier, apporter de la matière grise et puis, à terme, garantir d'une façon ou d'une autre la performance, mais je crois qu'on y reviendra un petit peu après. Oui, on va reparler plus tard après dans les échanges de comment on mesure cette performance. Je voudrais maintenant donner la parole à Nadia Bouillet. Vous êtes directrice générale de Action Logement. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, Action Logement, c'est la première foncière européenne avec un parc de plus d'1 million de logements. Et vous êtes un groupe paritaire et c'est les entreprises de plus de 50 salariés donc, qui vous versent une cotisation. Donc, vous êtes un mastodonte, parce que vous avez beaucoup de logements dans votre parc. Sur la rénovation globale, qu'est-ce qui est à l'ordre du jour de votre plan qui s'appelle Plan pour les économies d'énergie et la décarbonation? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, Action Logement, c'est... vous le disiez, un groupe paritaire et les partenaires sociaux ont pris cet engagement d'accélérer tout ce qui est transition écologique, transition énergétique. Et alors ce plan que vous citez, il date de l'année dernière, mais ça fait déjà de nombreuses années qu'on avait cet engagement, tout d'abord avec une préoccupation, je dirais, du confort de nos locataires, de se dire que pour des raisons aussi bien de confort que de pouvoir d'achat, c'était indispensable de pouvoir faire des rénovations pour avoir moins de charges. Donc on avait lancé un premier plan dans les années 2018 de ce qu'on appelait les résorptions des passoires thermiques. Donc je vais illustrer un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on était sur un volet très énergétique et efficacité énergétique pour résorber les passoires thermiques, donc avec les travaux qui sont lancés là, sur les FEG en ce moment. Là, on a terminé ce plan. Et ensuite est arrivée la dimension carbone. Donc il y a une dimension complètement, je dirais, nouvelle pour les professionnels que nous sommes. Et à partir de cette préoccupation, on a regardé les rénovations avec non seulement l'angle énergétique et d'efficacité énergétique, mais aussi pour réduire le bilan carbone du groupe qu'on a réalisé
en 2019. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en peu de temps, avec cet engagement, rien qu'avec les passoires thermiques, on a gagné 5% entre 2019 et 2022. Et donc, il faut aller au-delà du volet énergétique, c'est-à-dire il faut adresser d'autres sujets. Donc, non seulement résorber les F et G, mais aussi les étiquettes E et même les étiquettes D pour arriver à un parc de niveau C en 2030, pour atteindre les engagements de la SNBC. Mais il faut qu'un tiers de ces rénovations, au moins, soient des rénovations performantes, c'est-à-dire qui arrivent à un label BBC. Donc ça, c'est un volet vraiment rénovation. Mais alors, chez vous, chez Action Logement, comment vous vous assurez qu'elles soient performantes, les rénovations? Alors, on les labellise tout simplement. Donc on a un marché de labellisation donc avec un partenaire qui vient certifier la labellisation de ces opérations. Mais ça, ce n'est que 2 volets des 20 engagements qu'on a pris sur la décarbonation, parce que il y a d'autres sujets embarqués dans ces rénovations. Il y a la question de la renaturation des résidences, il y a la question des logements neufs pour être aussi en capacité de produire des logements, parce que quand on produit des logements, c'est pour 50 ans, donc des logements de qualité et bas carbone. Donc il faut continuer à produire, ça c'est important aussi de se le dire aujourd'hui. Nadia Bouillet, vous avez abordé un aspect qui a l'air important aussi, c'est l'acceptabilité de la rénovation par la personne qui habite dans le logement. Alors sur ce 1 million de logements dont vous avez la charge chez Action Logement, est-ce que vous pensez qu'il faut embarquer davantage le locataire ou le propriétaire, puis je crois qu'il y a 20% de propriétaires dans votre parc, pour lui faire comprendre qu'il doit... Ce sont des locataires. Donc on a quelques copropriétés oui, vous avez des de vente aussi HLM, mais c'est essentiellement des locataires. Et alors évidemment, c'est une clé indispensable. C'est-à-dire que là, en parallèle de notre plan, nous avons une charte avec l'ensemble des associations de locataires pour accompagner ce plan de décarbonation. Et ça passe par des concertations, ça passe par une grande partie de rénovation en site occupé. Donc il y a accompagner nos locataires et les accompagner pendant les travaux, les accompagner ensuite dans l'usage de ce logement, qui est un des volets aussi importants. C'est comment... nous, on est convaincus que la transition, elle est très... comment dire elle va dépendre des occupants aussi, c'est-à-dire que c'est chacun individuellement qui doit avoir les bons réflexes, les bons gestes, et donc il y a un gros volet d'accompagnement. Chaque ménage s'approprie sa propre rénovation en fonction de est-ce qu'ils sont plutôt réceptifs, est-ce qu'il faut aménager le temps pour que la famille puisse habiter ailleurs quelques jours, est-ce qu'on peut isoler quelques pièces d'abord et le reste ensuite? Je suppose qu'il y a beaucoup de cas très différents. Alors c'est des bons exemples, c'est-à-dire on peut avoir effectivement pendant les travaux qui peuvent être un peu fatigants, aménager des espaces où les locataires puissent venir passer la journée pour pas être dans un appartement avec des travaux autour, ou même des relogements provisoires quand c'est en site occupé. Donc, et après c'est surtout comment occuper ce logement, comment on a beaucoup de technologies aujourd'hui assez fabuleuses, mais si elles sont mal utilisées, on ne fera pas les gains qui sont espérés. Donc c'est tout ce déploiement, je pense, qui est devant nous, et cet enjeu. Et ça, peut-être puisqu'on est tous ensemble, et je vais laisser la parole aux autres, c'est quelque chose qu'on fait de façon collective. C'est-à-dire que ce n'est pas un acteur tout seul qui pourra réussir cela, et on le fait grâce aux entreprises, aux architectes qui sont avec nous pour relever ce défi. C'est comme un orchestre symphonique avec plein de très bons musiciens. Il faut mettre tout ça en musique. Christophe Robert, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre, sociologue de formation. Au-delà des aspects environnementaux, économiques, l'urbanisme, etc., il y a l'aspect social, avec une vraie question sur la précarité énergétique. En France, on parle de millions de personnes qui subissent un logement mal isolé, mal chauffé, insalubre, 5 millions de passoires énergétiques. Est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux de cette précarité énergétique en France et aussi de ses conséquences? Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Quelques chiffres, un peu plus de 5 millions de passoires thermiques, 12 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique et des conséquences très très importantes sur la santé, sur l'isolement social. Les passoires énergétiques, c'est des conséquences très importantes en hiver, mais aussi en été. On l'a vu très fortement cet été. On a appelé des bouilloires thermiques. Avec le sujet du confort d'été. Avec le sujet du confort d'été. Des conséquences
très importante aussi sur le budget. C'est-à-dire qu'on est face à aujourd'hui à une augmentation très importante des coûts de l'énergie. Donc, moins votre logement est bien isolé, plus ça coûte. Donc aussi des conséquences en matière de privation. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui à devoir arbitrer entre des dépenses qui sont tout incontournables, mais en fait on ne peut pas arbitrer. Donc s'alimenter, se soigner, se chauffer. Donc une augmentation des coupures d'énergie ou des restrictions d'énergie, très importantes. C'est des indicateurs qui sont extrêmement préoccupants. Des pratiques de privation qui sont en augmentation également. Alors, évidemment, on parle de 12 millions de précaires énergétiques, mais là, on a un chiffre sur le sujet. Mais les pratiques de privation, elles ne sont pas mesurables, mais elles ont des conséquences sur le long terme. De la même manière que l'augmentation de 12% des coûts alimentaires va avoir un impact sur la santé parce qu'on ne s'alimente pas comme il faut, en qualité, en quantité. Eh bien là aussi, on sait que ça a des conséquences très importantes. Et je suppose aussi que les enfants doivent subir ça, ou du mal à suivre à l'école. Bien sûr, sur l'isolation. Alors, d'abord sur les questions d'humidité, ça a des impacts très importants. Les études anglo-saxonnes, nous, même à la Fondation Abbé Pierre, on a fait des comparaisons de cohortes de personnes à situation égale en précarité énergétique ou pas. Les conséquences sur la santé, notamment sur les enfants, sont très importantes. Mais du coup, ça nous amène à une question fondamentale, ce constat social. C'est que comme pour à peu près tous les sujets de transition écologique, il ne pourra pas y avoir cette transition qu'on appelle de nos voeux, que la planification écologique est en train d'organiser dans notre pays, et je pense de manière positive, sans transition juste. Donc on voit bien, je vais prendre juste un exemple, et c'est pour ça qu'on parle de rénovation performante globale. C'est que si on veut vraiment faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, l'objectif environnemental, si on veut vraiment faire baisser la facture des ménages les plus modestes, leur redonner du pouvoir d'achat en rénovant de façon performante leur logement, ça ne passera que par la rénovation globale et performante et par l'accessibilité des ménages modestes aux travaux incontournables dont nous sommes en train de parler. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est celui-là. C'est-à-dire de dire oui, il faut des rénovations globales, je crois que ça devient largement partagé pour l'efficacité en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de baisse de dépenses liées au chauffage. Mais il faut permettre l'accessibilité aux ménages modestes. Or, on voit bien la Fondation Abbé Pierre, nous on intervient pour aider des ménages pauvres, par exemple des propriétaires occupants en situation très difficile. Au-delà des aides de l'ANA, au-delà des aides des collectivités locales, le reste à charge pour pouvoir mener des travaux performants est tel que ça n'est pas possible. Oui. Donc l'enjeu aujourd'hui, après avoir vu le gouvernement afficher des objectifs rehaussés de rénovation performante à hauteur de 200 000 par an, c'est de dire combien on va mettre sur la table pour aider ces ménages. Et je termine sur un point. Excusez-moi, est-ce que vous pensez qu'il faut une prise en charge à 100% pour ces ménages-là, donc les plus fragiles, les plus exposés? Alors, en tout cas, la complexité, c'est que vous avez, selon les territoires, un tour de financement que vous pouvez faire qui varie d'un territoire à l'autre. Mais oui, l'objectif, il est là. Tendre le plus possible vers le zéro reste à charge. Ce n'est pas une idée comme ça saugrenue, c'est parce qu'autrement, ça ne se fera pas. C'est ça l'idée. Oui, de toute façon, ils ne peuvent pas. Enfin, c'est ça. Exactement. Oui. Et ce que je voudrais dire par là, c'est qu'en ciblant ces ménages modestes pour ces rénovations performantes, c'est là où on va réduire le plus nos émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est là où il y a le plus d'émissions. Mais c'est là aussi où on va avoir une efficacité sociale la plus importante. Quelqu'un qui a des ressources, il ne va pas rester 10 ans dans une passoire thermique. Il va changer de logement. Donc, vous êtes... Il y a peut-être des propriétaires occupants qui ont un attachement à leur logement, on peut rencontrer ces situations-là, mais massivement, ce sont des personnes qui sont bloquées. Et ça rejoint aussi un autre sujet. Vous savez, on sort d'une étape de CNR sur le logement, Conseil national de la refondation à la demande. Vous avez tous planché sur le sujet. On a tous planché 6 mois. C'est ça. Et je vais vous dire sur le sujet, c'est que il me semble que c'est le sujet qui a été un peu mieux écouté par le gouvernement. On verra ce que la ministre dira tout à l'heure, mais c'est le sujet qui a été un peu mieux écouté. Donc vous vous êtes senti entendu? Oui, enfin tout est relatif. Mais en tout cas, c'est celui pour lequel, grâce à mon avis, à la planification écologique et aux enjeux, qui est le mieux traité. Mais il faut aussi traiter l'autre sujet. Et Nadia Bouillet le disait sur la production par rapport aux objectifs d'action logement. Parce que là aussi, on fait de la performance, parce qu'on crée de la fluidité, parce qu'on donne des perspectives à des ménages dans des logements de qualité. Donc voilà,
Ces sujets sont liés, ce n'est pas l'objet de cette table ronde aujourd'hui, mais je voulais quand même le dire que les indicateurs aujourd'hui en matière de production, notamment de logements accessibles financièrement aux ménages modestes, aux classes moyennes inférieures, à l'accession des primo-accédants à la propriété, est dans une situation catastrophique. Alors, et ça pèsera un jour aussi sur le sujet dont on parle aujourd'hui. Christophe Robert, on pourrait aussi peut-être se dire que le sujet de la rénovation globale, ça remet la question du logement au cœur de l'agenda politique de fait, parce qu'il faut pouvoir aménager et planifier tout ça. Valérie Mancret-Taylor de l'ANA. Bonjour Madame la Directrice Générale, ravie que vous ayez pu vous joindre à nous. Donc l'Agence nationale pour l'habitat, c'est vous qui vous occupez de MaPrimeRénov' entre autres. Alors vous insistez particulièrement sur un point important, c'est le temps long de la politique et sur le fait que toute cette mise en place et cette planification, elle doit s'étaler sur un temps quand même relativement long. Tout à fait. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin pour cette première session de ce salon Rénodays qui traite donc des questions de rénovation énergétique pour pouvoir échanger avec vous. Peut-être avant de répondre à votre question, ce que je voudrais vraiment partager, c'est que c'est un sujet extrêmement sérieux. Enfin, je pense que l'ensemble des intervenants qui ont déjà pris la parole nous le montrent chacun avec leur angle. C'est un sujet extrêmement sérieux. En fait, qu'est-ce qui nous anime tous? Qu'est-ce qui nous rassemble tous là pendant 48 heures et ce matin dans cette table ronde et tout au long de l'année, en fait, et chaque année depuis maintenant un certain nombre d'années et pour un nombre d'années assez important devant nous, c'est finalement une bataille et une lutte pour le vivant. Voilà, c'est pour nous-mêmes. Nous sommes une espèce vivante sur cette planète et il y en a bien d'autres. On sort encore là, progressivement d'ailleurs, d'un moment de grande chaleur notamment la semaine dernière. Et on a bien vu, notamment dans les villes, combien nous suffoquons, à la fois dans la ville et dans nos logements et évidemment dans nos bureaux aussi. C'est vrai qu'on est tous en train d'expérimenter physiquement le sujet dont on parle, on le vit dans notre chair. Tout à fait. Ouais. Et je pense que c'était important de le rappeler ce matin et c'est pour ça qu'effectivement, il y a une politique publique qui est mise en œuvre dans notre pays et qui est extrêmement sérieuse et qui, voilà, j'en arrive à la question que vous avez soulevée, qui s'inscrit dans le temps long. Le nombre de logements qui sont à traiter est considérable, il se compte en millions. Et donc, ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est les convictions de l'agence que je représente. On est convaincus, en fait, qu'il faut donner envie. Nadia Bouillet, comme Christophe Robert, ont très bien évoqué les habitants. En fait, c'est pour eux que l'on travaille tous. Je pourrais évoquer la CAPEB et la FFB également et le Conseil national de l'ordre des architectes. On travaille pour eux. Et donc, notre objectif, c'est de leur donner envie. Et nous n'y arriverons pas si nous ne sommes pas complètement alignés tous ensemble pour pouvoir le faire. C'est le seul moyen, en fait, de leur permettre de s'engager dans des démarches qui sont, ça aussi, les échanges nous l'ont montré, complexes. Soyons clairs, faire des travaux chez soi. Ces échanges, vous disiez, mais quand même, un peu comme Johnny Hallyday, il faut leur donner envie d'avoir envie. Les travaux de rénovation, ça coûte cher. C'est parfois complexe à mettre en œuvre. Il y a forcément cet arbitrage sur, bon, est-ce que je me prive un peu de vacances pour faire mes travaux de rénovation? Et que vous dites un peu qu'il faut raconter une histoire un peu plus positive et optimiste que juste de la contrainte, des coûts et de l'obligation. Qu'est-ce qu'on peut raconter aux habitants pour les impliquer dans ce processus? Alors, je pense que le premier sujet, c'est, je reviens à cette bataille et lutte en faveur du vivant. Je pense que c'est le premier point. Et moi, j'ai le sentiment que cette prise de conscience dans notre pays est largement installée. Tout le monde est parfaitement conscient. Enfin, vous le disiez vous-même, on le vit dans notre chair. Hein. On a froid en hiver et on a très très chaud en été. Et on a besoin d'adapter notre logement. Et deuxièmement, on a pour la majorité d'entre nous des enfants, des neveux. Enfin bref, on voit les générations futures. Et on a envie de toute façon de faire évidemment un acte citoyen et un acte en faveur de la transition écologique, ce qui me semble le plus important. Et par ailleurs, je crois que les Français sont parfaitement conscients et sont parfaitement prêts en fait à consentir au fond, à améliorer non seulement leur vie, mais aussi la vie de tous. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu, la transition écologique finalement c'est un enjeu de cohésion nationale, de cohésion sociale,
qui est extrêmement fort et que nous, on mesure très très bien dans les territoires, notamment au travers du réseau France Rénov', ces espaces conseils qui sont sur l'ensemble du territoire national, qui reçoivent des ménages à longueur de journée, qui viennent poser des questions et qui viennent Alors, poser des questions. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent d'être plus accompagnés? Alors, ils posent Ouais. toutes sortes de questions. Ils posent des questions par rapport évidemment à leur facture énergétique. Ils posent aussi des questions beaucoup plus techniques. Quels sont les travaux que je vais pouvoir réaliser dans mon logement et qu'est-ce qui va me permettre d'améliorer ma vie, de donner une nouvelle vie aussi à mon logement. En fait, au fond, c'est donner aussi une nouvelle vie au logement, le mettre à niveau. On a un leitmotiv à l'agence, on dit 80% des logements de 2050 existent déjà. Donc on a 80% de foyers en France, et on est assez nombreux dans notre pays, qui savent qu'ils sont dans un logement qu'ils vont transmettre, en fait, qui va durer au-delà de leur propre vie à eux. Et la vie, donc cette nouvelle vie du logement est extrêmement importante. Et ils demandent bien entendu de la technicité. Ils demandent aussi un point sur lequel je veux inciter, ils demandent de l'écoute. Et ce réseau public, ce réseau de services publics France Rénov' est vraiment là pour les écouter. C'est-à-dire que chaque ménage est dans une histoire différente qui lui est propre. Il faut faire de la Et chaque personnalisation. Chaque logement appartient à un âge. Enfin, le patrimoine, je vais le dire comme ça, le patrimoine de notre pays est très très important et de très grande qualité. Et évidemment, du logement qui date du logement rural du 19e avant les années siècle, 70 ou après, ou du logement copro, en ville pas copro. des années 60, n'a pas besoin, ne fait pas l'objet du même diagnostic, n'a pas le même besoin de travaux. Et donc, on est dans ce service public a besoin, et le fait d'ailleurs très bien, de répondre aux ménages en fonction des questions que ces ménages posent, à la fois de par leur histoire, leur vie en tant qu'individu, en tant que foyer, et puis par ailleurs par rapport au logement qu'ils occupent et qui est de nature très différente et dont les besoins en matière de travaux sont évidemment différents. Et enfin, Nadia Bouillet le pointait très très justement, les travaux vont se réaliser en milieu occupé. Alors, juste une question sur... on a d'un côté une bonne nouvelle parce qu'il y a un dispositif d'État qui est en place, une planification à moyen terme ambitieuse, un gros budget qui a été débloqué et qui va continuer à l'être. Et de l'autre côté, vous le savez, il y a des critiques sur ma prime Rénov'. Il y a des critiques qui sont justes. Et ce processus va s'améliorer petit à petit. Sur ce premier bilan, quelle est la part de rénovation globale et la part de rénovation par étape? Alors, c'est très simple, 10%. 10% de ce que l'ANA finance chaque année correspond à des rénovations globales, c'est-à-dire le fait d'avoir réalisé au moins 3 types de travaux dans son logement, avoir isolé, avoir changé le système d'énergie, donc être passé en général d'une énergie très carbonée à une énergie non. Avoir aussi pratiqué des travaux relatifs à la ventilation. Quand on isole un logement, on a besoin de le ventiler. Un logement, c'est un peu comme un être vivant. Ça a besoin de respirer. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait plus de réno globales là, d'ici 3-4 ans sur les budgets qui sont attribués, puisque c'est un peu le sens de l'histoire, c'est d'aller vers des rénovations plus ambitieuses ou alors avec un parcours de travaux qui soit efficace? Alors, un ménage a la possibilité de s'engager dans une démarche de réno globale du premier coup, si il est dans une histoire qui lui permet à un moment donné effectivement de le faire ou de le faire par étapes. Et le réseau public que j'évoquais, France Rénov', dont on voit d'ailleurs le logo suspendu, le vaisseau amiral, voilà, et le logo suspendu juste en face de nous, doit prendre effectivement en charge ces ménages qui viennent vers lui pour lui dire, pour s'adapter à son besoin. La réno globale, bien évidemment, je le dis toujours comme ça, c'est l'idéal. On voudrait tous, en tout cas du côté du service public, embarquer les ménages dans une rénovation globale immédiatement, tout de suite. Mais les ménages, parfois, ne le peuvent pas, et pas uniquement pour des questions financières, pour aussi des raisons qui sont attachés en fait à leur vie. Un ménage ne peut pas toujours en fait consentir finalement à une invasion, je le dis comme ça, de travaux qui doit être coordonnée dans son logement. Et c'est pour ça, dans les convictions que j'évoquais tout à l'heure, j'ai pas encore cité le monde du bâtiment et je me réjouis que la CAPEB et la FFB soient aussi à cette table ronde ce matin. Mais c'est extrêmement important que évidemment les professionnels du bâtiment puissent faire cette offre. Justement. Et on est en train de, évidemment, avec eux, réfléchir comment est-ce que cette offre s'améliore continuellement sur le logement. Et du coup, j'en arrive vraiment à répondre à votre question. Oui, c'est une politique publique du temps long.
Oui, elle est de plus en plus efficace chaque année, à la fois en termes budgétaires, compte tenu des montants qui sont consentis par le gouvernement. Et des déclinaisons qu'il va y avoir. Et des déclinaisons et des évolutions. Alors, on a un certain nombre de professionnels qui nous disent régulièrement, aussi bien du côté des opérateurs que du côté des entreprises du bâtiment, que nos aides évoluent tout le temps et que c'est pénible. Et je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Mais parfois, ça a l'air parfois un peu compliqué à suivre. Et puis pour représenter donc tous les acteurs de cette rénovation globale et performante, il nous faut des industriels, des artisans, des entreprises du bâtiment, des architectes qui sont présents. C'est pas pour faire les bleus contre les rouges, c'est qu'il fallait bien qu'on vous installe parce que c'était important d'avoir tout le monde en même temps. Jean-Christophe Repon de la CAPEB, vous représentez les petits artisans du bâtiment. C'est beaucoup de PME, c'est beaucoup d'emplois. Vous subissez la crise de l'immobilier en général, on le sait. Et là, vous avez déclaré récemment que la situation est dure, mais on peut encore, avec des décisions de bon sens, redonner de l'activité à l'artisanat du bâtiment. Et vous avez même fait des propositions, 15 je crois, sur la rénovation globale et performante. Tout à fait. Comment favoriser ces entreprises du bâtiment? À tous. Oui, un petit rappel juste pour rappeler que la CAPEB représente les artisans et que le tissu économique du bâtiment est constitué de 97% d'artisans. Et donc c'est ça que nous travaillons, nous, à la CAPEB, pour permettre à nos artisans, puisqu'il faut raconter une histoire commune et une énergie commune, il faut que nos artisans aussi soient persuadés de la plus-value de ce marché et d'être acteurs du changement. Et les résultats actuels de cette activité ne sont pas à la hauteur des ambitions que l'on doit porter, notamment sur les ambitions de 2050. Et donc, on rappelle au gouvernement, avec 15 actions que l'on porte, que l'on peut, je pense, dénouer les nœuds du blocage. Notamment, l'un qui est très, très important, bien sûr, c'est le financement. Et nous espérons beaucoup de la grande prise en main de France Rénov' et des résultats espérés sur ce guichet unique et sur les accompagnateurs des particuliers. On espère beaucoup de ces conseils-là, mais il faut aussi laisser à l'entreprise l'accès à ce marché. Et donc, nous, on rappelle qu'on n'oppose pas le global au geste, mais qu'il faut bien au contraire avoir une réalité économique qui permette d'arriver au global. Et si on stigmatise trop un flux financier vers le global, vu, vous m'avez dit 10% de réalisation globale, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs du gouvernement. Donc il nous faut nous permettre de faire des parcours de rénovation, avec si possible un bonus en fin de parcours pour valider les changements d'activité. Rappeler aussi que la rénovation dite énergétique, en fait, nous sommes leaders, l'artisanat, dans la rénovation, et il n'existe pas de rénovation sans qu'elle soit énergétique. Elle est énergétique, elle est décarbonée et elle est aussi sur l'accessibilité. Donc c'est pour ça que nous, on veut que ce marché de la rénovation entraîne le marché de la rénovation énergétique et atteigne ses objectifs. Et donc on veut que l'artisan puisse accéder à ces marchés et faire comme Action Logement, qui est un joli outil presque paritaire, qui permettra de pouvoir certifier en fin de chantier nos qualités. Donc on veut ouvrir en fait le marché à l'ensemble des artisans, leur permettre d'être compétents et qualifiés sur la rénovation énergétique. Rappelez ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est la rénovation énergétique, c'est la production d'énergie, l'isolation, la ventilation. C'est en fait ce que l'on fait dans nos métiers, dans les règles de l'art. Donc on a voulu fantasmer sur des métiers de la rénovation dite énergétique, mais en fait c'est la mise en application des règles de l'art et la bonne adéquation entre la réalité économique et le bien-être, le bien-vivre. Vous trouvez qu'il n'y a rien de nouveau entre guillemets sous le soleil et que c'est des techniques que les artisans du bâtiment maîtrisent déjà, c'est ça? Les techniques n'ont eu de cesse d'évoluer et l'artisanat, et comme les entreprises, ont eu de cesse de s'adapter aux nouvelles technologies. Maintenant, la bonne adéquation entre une bonne énergie, une ventilation, il faut aussi savoir bien définir l'énergie. Et pas financer une énergie qui l'année prochaine est interdite, ou etc. C'est ça qui est difficile. Et si vous voulez avoir des rénovations dites globales, alors que l'on a financé fortement la chaudière THPE l'année dernière, il faudra que vous changiez votre chaudière pour accéder à une rénovation dite globale. Donc c'est assez, des fois, schizophrène dans la visibilité de ce qu'auront les particuliers. Là, les textes réglementaires, c'est vrai qu'il y a une mise en place progressive et que quand on est industriel ou conditionné par des contraintes économiques, il faut qu'on puisse se projeter. Il faut qu'on sorte de dogme, mais qu'on soit bien sur les objectifs à atteindre. Si la chaudière, qui est certes carbonée, si elle est demain de plus en plus hybride ou biomasse, répond à la commande de la décarbonation et accepte
d'accéder à un marché avec 35% d'énergie, il ne faut pas s'en priver. Et demain, sûrement qu'on pourra la changer pour une autre énergie. Mais si nous rentrons dans des positions trop dogmatiques, nous allons écarter le particulier du geste et de la rénovation dite globale, et on va avoir de plus en plus de passoires thermiques, et on n'arrivera pas à nos objectifs. L'important pour nous, artisans, c'est de mener cette rénovation et que tous les acteurs soient partie prenante et sentent vraiment la plus-value. Maintenant, nous avons besoin, nous, les artisans, à ne pas être repoussés de ce marché. Vous vous sentez mis de côté par rapport à ce qui est fait sur la rénovation globale. Vous avez proposé la création d'un outil, les groupements momentanés d'entreprises pour les artisans du bâtiment. Qu'est-ce que ça pourrait faciliter pour qu'ils aient accès à ces marchés? Faciliter notamment le fait qu'ils ne soient pas solidaires sur un marché. Vous arrivez avec 3-4 corps de métier, électriciens, plombiers, chauffagistes, plaquistes, isolateurs. Eh bien, il faut qu'ils puissent travailler sur un seul et même chantier, selon la taille du chantier, avec un maître d'œuvre ou 100 mètres d'œuvre, et permettre aux clients d'avoir un seul interlocuteur et un résultat final. Et actuellement, la loi ne permet pas de ne pas être solidaire. Il nous faudrait donc un texte de loi, on le redira à la ministre et aux ministres concernés. Vous l'avez dit et redit, mais il faut continuer à le dire. Qui nous permettre d'accéder. Il ne faudra pas que... Enfin, si vous voulez réussir les objectifs, il faudra que l'ensemble des TPE, des artisans, soient dans la bataille et dans le combat de la transition énergétique. Et si vous les écartez, l'objectif ne pourra être atteint. J'ai une question qui me taraude, puis après je vais passer la parole bien sûr à la FFB. C'est qu'est-ce qui fait qu'il y a aussi peu de petites entreprises du bâtiment labellisées RGE? C'est pas aussi peu de petites entreprises, c'est aussi peu d'entreprises tout court. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? On est à 60-61 000 entreprises, ça veut dire que le marché ne décolle pas en tant que tel, parce qu'il y a une réalité économique du marché. Il est actuellement, pour nous, dans l'entreprise artisanale, à 2%. Alors qu'on devrait être bien au-delà de cela. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas faire ces formations RGE? C'est une complexité administrative qui n'est pas évidente pour l'artisan et qui demande une certaine connaissance des dossiers. Quand on voit la complexité qu'on a entre MaPrimeRénov' et les audits de MaPrimeRénov', entre alors, c'est pas si complexe que ça. Je vous ai vu dodeliner, je sais. On est en capacité de pouvoir monter un dossier MaPrimeRénov', les artisans. Mais quand Valérie Mancret-Teller, elle m'a dit, vous savez, quand même, on ne commande pas une pizza ou un t-shirt, on demande du pognon, de l'argent public, et c'est un peu normal qu'on vous demande des pièces justificatives avant de vous faire un virement. Mais en même temps, on ne fait pas un cœur nucléaire et on est en capacité de pouvoir le faire. Et ce qu'on fait pour les certifications à la fin de chantier pour la sécurité de l'individu, c'est-à-dire la partie consuel et PG, n'est pas accessible pour vous. Donc c'est juste un terme d'expérimentation. Donc on sécurise plus l'argent public dans le cadre de MaPrimeRénov' que la sécurité des individus sur le gaz et l'électricité. Ça me paraît pas très logique. Donc ça permettrait de pouvoir là aussi délivrer un peu plus de certifications. Sur ce RGE, alors qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Est-ce que c'est qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aller se former, de dégager quelques jours dans leur emploi du temps? Que l'offre de formation n'est pas assez répartie sur le territoire? Les entreprises que je représente, qui sont de taille moyenne de 3 salariés, ne se projettent pas à 2 ans sur le marché qu'ils vont faire. Donc quand on doit se projeter à 2 ans sur le marché qu'ils vont faire, il faut qu'on prévoie 2 ans avant de se qualifier sur le poêle à bois, la chaudière thermique, la chaudière hybride, la chaudière... Et à chaque fois, c'est une qualification. Donc vous voyez bien qu'une entreprise de 3 salariés ne va pas se projeter. Oui, c'est du mal à se projeter en fait sur un temps. Par contre, si vous lui dites est-ce que vous êtes compétent pour faire un poêle à bois et qu'il est compétent et qu'il s'est formé par le passé, il peut venir certifier à la fin du chantier que l'installation est bien conforme aux règles de l'art. Et là, le locataire ou la propriétaire pourra accéder à MaPrimeRénov'. C'est ça qu'on demande. Et vous verrez que là, vous avez un potentiel de 560 000 entreprises qui peuvent rentrer dans le marché. Alors que là, on en a 60 000 et qui n'est pas du tout suffisant, avec un nombre d'entreprises qui diminue. Donc il faut partir de ce constat-là. Il faut rebooster la machine. Olivier Saleron, à la tête de la FFB, qu'on voyait... Merci d'être avec nous. Pas mal de chantiers aussi de votre côté. Alors, vous avez récemment et à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme sur la chute des constructions neuves et puis leur impact sur la profession en général. Est-ce que ce plan ambitieux de rénovation globale pourrait peut-être compenser avec plus de moyens et redynamiser les emplois dans le secteur ? Bonjour à tous. On le voit bien avec la parole de chacun, qu'est-ce qui nous manque? C'est de la stabilité. La stabilité, c'est une vision, Jean-Christophe vient de le dire aussi, pour la qualification en moyens humains, en moyens techniques pour les entreprises et les artisans. Écoutez, on croyait que le grand soir est arrivé.
que c'était le CNR Logement. Finalement, on a été méprisé, on était très en colère par rapport aux conclusions. J'espère que ce gouvernement-là, ce nouveau ministre du Logement, va rectifier tout ça dans quelques semaines, quelques mois, sinon il sera trop tard. Vous avez combien de propositions ont été retenues? Écoutez, nous, il y en a moins 19, puisqu'il n'y en a qu'une qui a été retenue. D'accord ? Donc c'est déceptif. Donc évidemment, c'est négatif. On le voyait avec Christophe Robert tout à l'heure, le parcours résidentiel avec la construction neuve est franchement au cœur de tout, puisque si on veut évoluer de son logement, si on veut habiter dans un logement qui énergétiquement est quasiment proche de zéro, eh bien il faut du logement neuf aussi. Peut-être n'en faut-il pas 500 000, mais en tout cas, aux alentours de 400 000, c'est plutôt pas mal. Et puis il faut loger aussi tout ce qui est rénovation globale dans les copropriétés. Aujourd'hui, travailler en milieu occupé, c'est très compliqué, c'est très difficile, malgré le fait que des associations comme Action Logement ou tout ce qui est logements sociaux, comme il n'y a qu'un maître d'ouvrage, réussissent à faire magnifiquement des rénovations énergétiques vraiment efficaces. Le casse-tête, c'est les copropriétés, un petit peu. Bien sûr, aujourd'hui, on s'est battu pour que les copropriétés rentrent dans le système MaPrimeRénov'. Elle y est depuis 3 ans, mais aujourd'hui, ce chantier n'a absolument pas commencé, parce qu'il y a toujours des problèmes juridiques. On n'a pas été capable, donc vous voyez que ce n'est pas une question de moyens, là. Il y a de l'argent. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas été capable de mettre tout le monde autour de la table, ou en tout cas de faire des lois, de faire des décrets, pour que enfin les millions de logements dans les syndics de copropriété aient lieu. Aujourd'hui, c'est un marché qui n'a pas commencé. Donc, cette stabilité, on la demande. On demande une planification. C'est clair et net aujourd'hui. On a un haut commissaire à la planification. Bon, à un moment donné, il va bien falloir qu'il s'occupe du logement, au lieu de nous dire qu'on dépense moins d'argent à l'étranger qu'en France. Mais le logement et les subventions, le bâtiment, c'est économique. Quand le bâtiment va, tout va, il entraîne le reste de l'économie. Ça, c'est toujours vrai. Mais le bâtiment va, c'est sociétal surtout. Madame Mancret-Teller l'a dit, c'est sociétal. Manger, se loger, se soigner, ben écoutez, c'est un des 3 piliers de la France. Donc, quelque part, il faut voir au-delà de tout ça. Donc, cette instabilité, chaque année, ce PLF-là qui arrive, eh bien, on ne sait pas comment vont être mangés nos clients ou nos entreprises au 1er janvier prochain. Donc, oui, la rénovation globale, il faut y tendre. Oui, peut-être qu'il va y avoir des mesures dès cet hiver sur la rénovation globale, mais ce n'est pas d'un claquement de doigts que l'on va transformer ces 800 000 rénovations qui existent aujourd'hui et dont le succès, moi je le dis, MaPrimeRénov', c'est un succès. Alors évidemment, il y a des bugs. Moi, 2,8% de bugs sur MaPrimeRénov', je le dis, c'est un succès. Il y a des échecs qui ont été quand même beaucoup plus fracassants. Donc, il faut aller là-dessus. Donc globalement, pour vous, ça marche pas trop mal, c'est plutôt bien, MaPrimeRénov'? Bien sûr que, à la fois, avec Jean-Christophe et nous-mêmes, on aide Mme Mancret-Teller justement à améliorer ces choses-là. On a signé les chartes et tout ça, mais à la place de signer les chartes, on agit, nous, les entreprises. Donc là-dessus, il faut vraiment être constant. MaPrimeRénov', et on le dit, Christophe le disait tout à l'heure, oui, c'est le seul succès du CNR Logement, c'est-à-dire, allez, ils n'ont pas annoncé le jour même, ils l'ont annoncé un mois après. C'est-à-dire que MaPrimeRénov' a augmenté de 66% au niveau dotation de l'État. Donc on est maintenant à 4 milliards d'euros au lieu de 2 et quelques. Donc aujourd'hui, on est content, puisqu'on sait bien que ces 2 milliards d'euros par nos clients vont être multipliés par 3, par 4, par 5 pour réaliser des travaux. Voilà. Donc cet investissement public, ça va peut-être un peu rebooster la rénovation globale. Il ne faut pas se tromper. Si jamais, effectivement, il n'y a que 10% de rénovation globale, si jamais on dit l'objectif, ce que j'ai lu encore avant-hier, l'objectif de rénovation globale en 2024, c'est 200 000 logements, moi je dis, ce n'est pas possible. Ça sera quasiment pas possible. Il faut arrêter de se donner des chiffres à 1 an. Rappelez-vous, il y a 2 ans, on devait construire 250 000 logements sociaux en 2 ans. Vous trouverez que le rétro-planning n'est pas réaliste? Il faut arrêter avec les annonces. On est tous dans le bâtiment, dans la filière construction. Il n'y a plus de climato-sceptiques. On est tous conscients qu'il faut faire tout ça avec l'ensemble de la population. Aujourd'hui, il faut un temps. Le bâtiment, c'est un temps long. C'est un paquebot qui avance. Chaque fois qu'on le freine, eh bien, il faut des années, que ce soit pour le logement neuf, mais aussi pour la rénovation globale. Il faut arrêter de s'asseoir autour de la table. Toutes les solutions, on les a données au CNR Logement. Maintenant, il faut des décisions très précises. Après, au niveau des
entrepreneurs que je représente, et les artisans aussi, eh bien, quand on prend les chiffres dans l'autre sens, 600 000 salariés du bâtiment travaillent dans une entreprise RGE. Ce qui veut dire qu'ils sont capables de faire 80 milliards d'euros de travaux de rénovation énergétique par an. La moitié de notre chiffre d'affaires. Alors évidemment, aujourd'hui, on fait du neuf, on fait de la rénovation classique, on fait de la rénovation globale ou énergétique. Donc nous sommes prêts, quasiment, mais aussi à augmenter ce chiffre, aussi à continuer ces formations. Alors comment on peut faire comment on peut faire pour augmenter ce chiffre des entreprises RGE? Qu'est-ce qui fait que ça ne prend pas, d'après vous? Il faut donner aussi l'intérêt d'artisans et d'entreprises, par exemple en province, de déclencher un marché de rénovation énergétique pérenne. Et donc, c'est toujours pareil, l'instabilité. Quand on ne sait pas ce qui va se passer sur un temps moyen, c'est-à-dire dans 2 ans, dans 3 ans, je suis désolé, moi j'ai une entreprise de plomberie chauffage, hein, je sais ce que je fais, donc j'embauche peut-être moins parce que je ne sais pas comment va être le marché dans 2-3 ans. Oui, pour investir sur du matériel, des locaux, recruter, embaucher. Le côté humain et le côté matériel et technologique. Et là-dessus, on est bridé totalement. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. On le sait, il faut arrêter les annonces à la petite semaine. Aujourd'hui, il nous faut une planification minimum sur 3, 4, allez, je dirais 5 ans, ça serait mieux. Oui, de la mieux. lisibilité assez claire. L'argent, il y en aura, parce que je sais que voilà, beaucoup d'institutionnels peut-être reviendront aussi dans le bâtiment, et en tout cas au niveau de la rénovation énergétique. C'est iconoclaste, mais il y a de l'épargne français qui est je veux dire, oui. Il y en a sous le matelas des Français, pourtant. J'allais dire, je cherchais un mot. Non. C'est peut-être pas débordant, mais en tout cas, il y a une masse financière dormante sur des dizaines d'années qui est là aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura quelqu'un, un jour au gouvernement, qui aura le courage de dire, eh bien écoutez, pour la rénovation énergétique, pour le bien de nos plus modestes, parce que Christophe a raison, pour les plus modestes, la grosse majorité de nos concitoyens, eh bien le reste à charge, quand il reste 1 000 € à donner ou 1 500 €, ils ne peuvent pas. Et je vous le rappelle, la rénovation énergétique, en moyenne, c'est 40 000 € d'investissement. Donc vous voyez oui, que on a compliqué. fait une moyenne, je crois que c'est entre 25 000 et 60 000 €, donc c'est quand même une coquette somme. Olivier Servan, vous attendez sagement là-bas de l'autre côté. Vous êtes directeur solutions pour la construction pour le groupe Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, vous avez 2 casquettes, on peut dire. Vous avez votre casquette d'industriel chez Saint-Gobain. Donc effectivement, il faut vendre du matériel, il faut aussi former des gens à utiliser ce matériel. Et vous êtes aussi un expert de ces sujets de rénovation. De quoi ont besoin les industriels pour accélérer sur ces rénovations globales? Bien. Eh bien, merci à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et, je suis moi aussi ravi de pouvoir soutenir le forum RenoDays, puisqu'on a aujourd'hui un calendrier idéal pour créer une mobilisation collective autour de ces sujets de la rénovation énergétique. Et Dieu sait si ce sujet, on l'a rappelé à plusieurs reprises déjà depuis le début de cette table ronde, est un sujet à forte ambition et un sujet sociétal qu'il nous faut adresser collectivement. Et donc du côté du groupe Saint-Gobain, c'est un sujet pour lequel on prend notre part de responsabilité. Un groupe comme Saint-Gobain, c'est un groupe qui est implanté partout dans les territoires et qui, par l'intermédiaire de ses différents métiers d'innovateurs dans les matériaux de construction, métiers de producteurs de matériaux et de solutions pour la construction et la rénovation, métiers de distribution de produits, de systèmes et de services, mais aussi des nouveaux métiers liés à la circularité des matériaux pour créer des boucles d'économie circulaire permettant le réemploi et le recyclage des matériaux. Ces 4 métiers aujourd'hui ont vocation à évoluer rapidement pour pouvoir être mis à contribution et fournir au marché toutes les solutions nécessaires pour réaliser des rénovations performantes de qualité. Et donc, pour le groupe Saint-Gobain, le marché de la rénovation, on le voit avant tout comme un marché qui permet d'une part de rénover énergétiquement, bien entendu, mais en premier lieu d'améliorer les conditions de vie, d'améliorer les qualités des logements, d'améliorer le confort. Et on s'astreint tous les jours à développer des nouvelles solutions et à les développer et à les déployer sur le marché pour permettre de répondre aux besoins de conception de ces rénovations globales et performantes. On est ravis de voir maintenant dans la loi et dans le Code de la construction une définition de la rénovation performante qui comporte bien les 6 types de travaux de la rénovation, avec donc l'isolation des toits, l'isolation des murs, l'isolation des planchers, les remplacements des menuiseries, la mise en place d'équipements de ventilation et le remplacement d'équipements de production de chauffage et de sautes sanitaires, le tout devant être évidemment correctement piloté pour pouvoir être efficace dans le quotidien.
Olivier Servan, une question qu'on s'est posée à plusieurs reprises avec d'autres interlocuteurs, cette question de la hausse du coût des matériaux. Donc, on peut se dire, après le Covid, les matériaux ont fortement augmenté. Ça augmente plus, mais ça n'a pas baissé. Ça affecte aussi les petits artisans du bâtiment, puisque quand ils ont besoin de leur fourniture, c'est plus cher. Et ça affecte aussi les devis reçus par les particuliers quand ils veulent entamer des travaux de rénovation. Est-ce qu'on peut penser que ces prix, ça a une grosse influence ou pas sur la possibilité de faire de la rénovation globale ? Alors, les prix ont évidemment une influence avec une élasticité prix-volume sur le marché de la rénovation qui est important. Maintenant, il faut se sortir de l'esprit qu'on vient de passer par des périodes durant lesquelles on avait des profiteurs de guerre. Ce n'est pas vrai. On est passé par une année 2022 qui a été extrêmement compliquée, mais je l'entends effectivement régulièrement encore aujourd'hui. Ouais. Et c'est tout à fait faux. On est passé par une année 2022 durant laquelle nous avons tous subi des évolutions de prix de l'énergie et des évolutions du coût de matières premières qui étaient énormes, inédites, et qui ont mis en péril beaucoup d'entreprises, y compris des industries, dont certains ont même arrêté leur production en cours d'année pour éviter de fabriquer à perte. Et donc, nous avons effectivement subi une année 2022 qui a été extrêmement complexe pour arriver à faire en sorte de maintenir à flot l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur du bâtiment, aussi bien au niveau industriel, au niveau des entreprises de distribution, au niveau des entreprises de mise en œuvre. On a la chance de bénéficier depuis le début de cette année d'une accalmie sur les prix de l'énergie et sur les prix des matériaux. Ça va se stabiliser peut-être ? Alors les prix des matériaux du coup se sont stabilisés depuis le début de cette année. Maintenant, personne n'a de boule de cristal et donc on voit bien que nous avons subi des évolutions de matériaux et d'énergie que nous avions eu beaucoup de mal à anticiper avant 2022. Et donc, on ne peut pas prédire ce que sera l'avenir en matière de coûts. Néanmoins, nous avons maintenant expérimenté dans la filière une capacité à pouvoir répercuter rapidement ces coûts dans une limite, mais pouvoir les répercuter rapidement pour éviter de mettre en difficulté les entreprises, quel que soit leur positionnement dans la chaîne. Alors ça, c'est un vrai sujet. Valérie Flicotto, vous représentez le Conseil national de l'ordre des architectes et la voix des architectes. Vous dites une rénovation globale, ça se conçoit en amont, idéalement dans une prescription des travaux anticipés. C'est-à-dire ? Alors, déjà, bonjour à tous et on est ravis d'être ici et à cette table ronde. Je pense que c'est important de rappeler, moi je souscris quand même totalement à tout ce qui a été dit, qu'on voit bien que chacun ne peut pas faire les choses isolément et dans son coin et qu'on s'appuie sur les uns et sur les autres pour avancer. Je partage totalement ce qu'a dit aussi Valérie Mancret-Taylor sur cette question on est vraiment à un tournant de civilisation et en fait soit on y va et soit on s'engage massivement dans la transition écologique, soit on risque d'avoir des problèmes. On a bien vu l'été qu'on a passé et les canicules et tous les événements climatiques majeurs qu'il y a eu. L'actualité, en fait, met encore plus la lumière sur l'importance du sujet. Exactement. Après, pour soutenir aussi le propos des entreprises, je pense qu'il faut voir aussi cette question de la rénovation globale comme un investissement. Ce n'est pas une dépense, mais c'est plutôt un investissement de l'État vers de l'activité. Et donc, il y a un énorme marché aussi. Voilà, il y a des emplois, il y a de l'activité. Oui. Je pense aussi que ça va résoudre des questions de santé publique. Donc, ça va investir pour nous-mêmes et pour nos enfants dans des gens en meilleure santé aussi. C'est moins de dépenses publiques. Oui. Tout à fait. Donc, il faut quand même arrêter aussi de voir que des aides de l'État seraient une charge. En fait, ce n'est pas une charge, c'est un investissement. Ça peut résoudre des problèmes. Exactement. Tout ça, c'est quand même extrêmement important. Après, pour répondre à votre question plus précisément, effectivement, nous, on voit bien qu'on n'intervient pas sur un bâtiment. Tous les bâtiments ne sont pas les mêmes, tous les bâtiments n'ont pas les mêmes besoins, et que si on ne fait pas attention à la façon dont on intervient dessus, on peut même rajouter des pathologies en faisant des travaux qui sont ratés alors qu'il n'y en a pas. Donc ça s'est vu, ne pas penser correctement la ventilation quand on travaille sur l'isolation, ça peut créer des catastrophes. On n'intervient pas de la même façon sur un bâtiment patrimonial que sur un bâtiment plus
moderne. On n'intervient pas sur une maison individuelle comme on intervient sur un immeuble de 8 étages. Or, ce besoin de finesse et d'adaptation de la prescription au bâtiment, effectivement, elle est apportée, nous on pense, en amont, par des études, par le regard d'une prescription qui est faite par un maître d'œuvre. En tout cas, c'est le sujet qu'on porte. J'ai une question sur aussi ce plan de rénovation globale. Est-ce qu'il ne pourrait pas aussi dynamiser dans tous les territoires de la France des savoir-faire locaux? On ne fait pas des maisons de la même manière en Bretagne, en région PACA, en Isère, dans la Drôme. Cet ancrage local, est-ce que ça ne serait pas le moment de remettre au goût du jour des pratiques ancestrales qu'on a perdues et de refixer des emplois en région pas délocalisables? Est-ce que ce n'est pas une opportunité aussi? Oui, tout à fait. C'est effectivement l'occasion de retravailler des filières locales, l'occasion aussi de travailler différemment avec des matériaux biosourcés, des matériaux décarbonés, des matériaux géosourcés. Le pisé, la construction paille, la construction bois, c'est des constructions que tout le monde connaît depuis très longtemps, qui existent sur les territoires et qui trouvent une nouvelle vie aujourd'hui et qui sont encore un peu confidentielles, mais qui mériteraient d'être justement mieux mises en lumière, mieux réappropriées et travaillées localement. Aussi dans le respect du patrimoine, parce que on sait quand même que le patrimoine contribue à l'attractivité touristique de la France. Et donc le patrimoine, c'est pas une charge. Là aussi, le patrimoine et la préservation du patrimoine, même si c'est un peu contraignant et même si je sais que les architectes des bâtiments de France en prennent souvent pour leur matricule, je pense aussi que cette attention portée au patrimoine, c'est aussi la préservation de la machine économique qu'est le tourisme et qui sert aussi les enjeux économiques de la France. Or, on n'intervient pas sur un bâtiment patrimonial comme on intervient sur n'importe quel bâtiment et notamment on n'intervient pas avec les mêmes matériaux. Donc cette question des matériaux, elle est fondamentale. Et je voudrais aussi dire par rapport à cette question des matériaux, elle fait appel aussi dans la réflexion autour du confort d'été. La qualité du matériau d'isolant n'est pas du tout anodine et tous les matériaux n'apportent pas un confort en été, comme c'est le cas de certains matériaux qui sont plutôt biosourcés. Et je pense notamment à la laine de bois, je pense au chanvre, je pense à tous ces matériaux-là qui contribuent au confort d'hiver, mais aussi apportent des solutions pour le confort d'été. Excusez-moi, une question sur qui contrôle les travaux et à quel moment? Vous n'êtes pas forcément tous d'accord, il n'y a pas de consensus, mais c'est bien. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une étape intermédiaire pendant des travaux de rénovation globale pour voir la bonne tenue des travaux? Est-ce qu'il faut laisser l'artisan, le professionnel, faire le boulot et contrôler après? Est-ce qu'il faut mesurer l'argent investi par rapport aux résultats de performance énergétique à la fin? Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit juste? Alors, Christophe Repon, vous pouvez prendre le micro. Il existe maintenant des systèmes digitaux numériques qui peuvent valider des étapes pendant la construction. On n'a pas besoin d'avoir un contrôleur qui vient tous les quarts d'heure vérifier les étapes. Il existe des trucs, des outils digitaux qui puissent valider la géolocalisation, la capacité d'être au bon endroit, de ne pas frauder. Et donc, le but étant de permettre le marché, la qualité du chantier et éviter la fraude. Et ça existe. Donc il y a déjà ces outils-là. Je pense qu'il faut se donner au moins l'expérimentation. Valérie Flicoteaux, sur ces étapes de contrôle des travaux de rénovation, le point de vue des architectes. Alors, déjà, il y a l'accompagnateur Rénov'. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Je rappelle que les architectes peuvent être accompagnateurs Rénov' s'ils le souhaitent, et ça, c'est intéressant. Après, suivre un chantier, si vous voulez une rénovation globale, ça a été dit, ça fait appel à plusieurs corps de métier, ça a besoin de coordination. Les sujets sont dans les interfaces et effectivement, les entreprises demandent à pouvoir proposer des offres globales aussi pour que les artisans se connaissent entre eux et puissent assurer eux-mêmes cette coordination. Maintenant, les architectes, ça fait partie de leur métier. Suivre des chantiers, c'est aussi le métier des architectes.
Coordonner les entreprises, c'est aussi le métier des architectes. Moi, ce que je peux dire, c'est que les architectes sont là, ils se sont formés, ils font tous de la rénovation. 70% des architectes travaillent sur ces sujets de rénovation. Donc ils sont 30 000 aussi en France. au cœur du sujet pour pouvoir intervenir sur le sujet. Alors, merci à tous de votre attention. Merci à tous les 8. C'est la fin de cette première table ronde d'ouverture. On va maintenant laisser la place à l'allocution de Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher. Merci infiniment. Vous pouvez rester en place pendant l'allocution de la ministre. Je vous retrouve tout à l'heure. Je libère ceux qui sont assis et qui ont d'autres choses à faire sur le salon. Valérie, allez-y. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être avec vous pour ouvrir et inaugurer ce premier salon RenoDays. Je tiens d'abord à vous féliciter par son ampleur. 220 conférences, 200 intervenants, 140 exposants venus pour parler d'un sujet clé pour nos concitoyens et pour la lutte contre le dérèglement climatique. C'est la rénovation énergétique des bâtiments et en particulier des logements. Donc un grand bravo pour cela, parce qu'on a besoin de rendre visibles ces solutions et de faire en sorte qu'elles apparaissent comme réellement accessibles. C'est à portée de main. Bien sûr, les filières sont en train de se structurer, mais nous sommes collectivement capables de relever ce défi. Cet événement, il s'inscrit pleinement dans le cadre de l'action que je porte au sein du gouvernement. Puisqu'en tant que ministre de la Transition énergétique, ma mission, c'est de faire en sorte que la France devienne le premier grand pays à sortir des énergies fossiles et à atteindre la neutralité carbone. Et pour y parvenir, le secteur du bâtiment est absolument clé, puisqu'il représente 18% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Et sur ces 18%, le logement, c'est 2/3 de la facture en gaz à effet de serre. La rénovation thermique de notre parc de logement, c'est donc une priorité et une urgence écologique à court, moyen et long terme. C'est aussi une priorité en matière de pouvoir d'achat. On sait à quel point vivre dans une passoire thermique coûte beaucoup plus cher, pas un peu plus cher, mais beaucoup plus cher que vivre dans un logement qui est correctement chauffé et isolé. Et on sait aussi à quel point c'est un enjeu industriel et d'emploi. Si nous sommes capables de mettre en place ces filières, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est France Stratégie, c'est 200 000 emplois à la clé, rien que sur la dimension d'accompagnement de la rénovation thermique. Et je ne parle pas des emplois pour fabriquer des équipements qui sont nécessaires à la rénovation thermique. Les pompes à chaleur, les chaudières hybrides, par exemple, ce sont des enjeux majeurs de réindustrialisation du pays, mais également d'emplois, et d'emplois qui sont de qualité. Quand on dit de qualité, c'est plutôt mieux rémunéré que la moyenne des emplois privés aujourd'hui. Alors pour relever ce défi, on va avoir besoin de tout le monde, de l'État évidemment. Et je veux le dire ici, nous allons prendre nos responsabilités pour relever ce défi. D'abord en mettant en place des accompagnateurs Rénov', c'est-à-dire ces conseillers qui seront, je l'espère, 2000 à la fin de l'année 2024, 4000 à la fin de l'année 2025, et qui vont être aux côtés des ménages, tiers de confiance, pour leur aider à monter leur dossier technique et administratif de financement. Et on sait à quel point il est compliqué de savoir quels sont les bons gestes pour avoir un vrai bénéfice de la rénovation thermique lorsqu'on n'y connaît rien, et également d'utiliser tous les leviers qui sont mis à disposition, non seulement par l'État, la prime Rénov', les certificats d'économie d'énergie, mais par tous les territoires, parce que beaucoup de collectivités locales sont engagées dans cette politique, et du coup, il n'y a pas une seule réponse unique à tous les endroits du territoire. Donc nous allons mettre en place ces accompagnateurs Rénov'. Le décret est actuellement en examen au Conseil d'État. On n'a jamais été aussi proche de sa publication. La deuxième chose, c'est les systèmes d'aide. Il faut du carburant, sans mauvais jeu de mots, pour alimenter la machine à rénovation thermique. Nous allons mettre sur la table 1,6 milliard d'euros de plus en 2024 dans le budget de l'ANA pour lui permettre de financer 4 milliards d'aides à la rénovation thermique. C'est un effort important
c'est un effort qui doit être suivi d'effet. Et nous allons également retravailler les barèmes des aides, vous le savez, pour les rehausser pour les rénovations d'ampleur, afin d'inciter les ménages à aller vers ce qui est immédiatement le plus efficace, tout en étant conscient, et c'est une obsession pour Christophe Béchu et pour Patrice Fergrit, mes collègues qui sont avec moi en charge de ce sujet, qu'il faut trouver le juste équilibre entre suffisamment facile pour y aller et suffisamment efficace pour avoir un impact. Et c'est ce que nous faisons avec les 2 piliers de la rénovation thermique. Ce sont ensuite 2400 conseillers dans 550 espaces d'information conseil que je remercie pour leur dévouement. Ce sont aussi des établissements bancaires qui doivent se mobiliser. Et là, je le dis très gentiment et très simplement, j'attends qu'il y ait une vraie mobilisation des établissements bancaires et qu'on ne renvoie pas à la figure que oui, mais d'accord, mais il y a des risques derrière le financement. C'est exact, mais il y a aussi des économies derrière le financement et il faut que des ménages modestes aient accès à ces financements bancaires et que nous facilitions la distribution de l'éco-prêt à T0, l'éco-PTZ. Ce nouveau pacte que nous souhaitons sceller pour la rénovation des plus modestes, il repose sur les différents dispositifs que je viens d'évoquer. Il repose aussi sur la confiance. Les ménages français doivent avoir le sentiment que quand ils s'engagent dans cette démarche, et on touche à ce qui est très précieux, c'est votre espace de vie, votre espace personnel, votre intimité, ça fonctionne. Et ce n'est pas les mauvaises rénovations, les fraudes, les tricheries qui renforcent cette confiance. Et donc, je le dis très simplement, là encore, je serai absolument intraitable en matière de renforcement des contrôles et de lutte contre la fraude. C'est essentiel car les fraudeurs, en plus d'affaiblir la confiance des Français, portent préjudice à votre travail, celui de professionnels engagés pour structurer cette filière et faire en sorte que nous ayons des rénovations qui fonctionnent et qui bénéficient au plus grand monde. C'est pourquoi l'ANA va déployer cette semaine une nouvelle campagne de sensibilisation et d'information aux ménages, une campagne qui doit permettre de créer un réflexe France Rénov', mais également de s'assurer que le service rassure et d'avoir les bons réflexes face aux chasseurs de primes. Je vous invite donc, et je tiens beaucoup à ce que vous puissiez, en tant que professionnel, relayer ces bons réflexes et cette campagne de l'ANA au sein de vos écosystèmes respectifs. Au-delà de cette campagne d'information, nous allons augmenter les contrôles. Ils vont être renforcés. Alors, je sais que ça crispe un peu, mais c'est aussi une condition pour la création ou le renforcement de cette confiance. Au titre des aides des certificats d'économie d'énergie, les contrôles sur place augmenteront de 40% en 2024. Vous l'aurez compris, l'État fera sa part, mais nous ne pouvons pas agir seuls. Et le nerf de la guerre, je l'ai dit, c'est les compétences, c'est les professionnels, c'est les artisans qui réalisent les travaux. Je regarde les responsables de la filière. C'est les énergéticiens qui participent au financement des aides avec les certificats d'économie d'énergie. C'est les diagnostiqueurs et c'est tous les organismes de formation qui forment l'ensemble de ces compétences. Je veux penser aussi aux industriels qui produisent des équipements de chauffage décarbonés, aux établissements qui proposent des prêts bonifiés ou encore aux opérateurs qui exploitent les données de consommation. Je veux le dire aussi, que ce soit sur la filière artisanat où nous avons donc 200 000 emplois à portée de main et qu'il faut maintenant faire devenir réalité, nous avons une filière industrielle que nous devons consolider et j'appelle de mes voeux notre capacité à construire ensemble un plan de pompe à chaleur, par exemple 1 million de pompes à chaleur en France en 2030. Est-ce que nous sommes collectivement capables de construire des pompes à chaleur et des équipements de chaudière plus larges, parce que les équipements hybrides sont également très intéressants pour notre décarbonation, dont la valeur ajoutée soit essentiellement produite en France. C'est ce chemin-là que nous devons, sur lequel nous devons travailler ensemble. Et je remercie tous les acteurs qui, d'ores et déjà, ont pris des engagements de relocalisation de composants, d'extension d'usines, de croissance de production en France. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir 100% de produits en France. D'ailleurs, ça n'existe pas, les filières, on a 100% de produits en France. Mais c'est de savoir se positionner et de faire des propositions de produits qui soient
de qualité et qui crée de l'emploi en France. C'est la clé pour amplifier la dynamique des rénovations de logements, comme des bâtiments tertiaires d'ailleurs, et pour sécuriser les gains énergétiques comme financiers dans la durée. Je ne serai pas plus longue, vous l'avez compris, le défi est grand. Nous avons besoin de la mobilisation de tous, mais je veux dire ici que nous sommes extraordinairement déterminés et motivés au gouvernement, avec mes équipes, avec celle de Christophe Béchu, avec celle de Patrice Fergrit, pour faire en sorte que cette trajectoire très exigeante que nous nous donnons de décarbonation du bâtiment soit tenue et qu'elle soit tenue au bénéfice des Français, de leur bien-être, de leur confort, de leur pouvoir d'achat et de leur perspective d'emploi. Ça doit être les objectifs qui nous réunissent ensemble. Merci à tous, bravo pour ce forum ou ce salon et à très bientôt. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette intervention. Merci à vous tous pour vos interventions. Il y en a certains que je vais retrouver sur les autres journées. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été si nombreux pour cette table ronde d'ouverture. Je vous donne rendez-vous à 11h45 sur ces Renault Talks pour parler formation et recrutement, avec notamment Laure Vial de la CAPEB comme intervenante. Très bien.